Nous allons pouvoir débuter cette conférence. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui s'appelle l'IA au service de l'environnement, les cas d'usage à impact positif, qui est organisée dans le cadre du groupe de travail IA et environnement du Hub Francia. Un petit mot d'abord sur le Hub Francia. Nous sommes une association à but non lucratif qui fédère l'écosystème IA en France ayant pour objectif de soutenir cet écosystème pour développer et industrialiser l'IA en France et en Europe. Et donc, nous comptons environ 120 membres, startups, grands groupes, institutions, toutes généralement porteuses de projets IA, regroupées au sein donc de l'association du Hub Francia pour développer des projets opérationnels. Je vais vous présenter rapidement le groupe de travail environnement. Je passe juste une petite consigne aux participants. Vous pouvez à tout moment poser des questions, réagir dans le chat Teams. Vous avez aussi un onglet normalement Q&R, donc questions-réponses. N'hésitez pas tout au long des interventions qui vont s'enchaîner à poser vos questions et ça sera suivi d'une session de questions-réponses en fin de conférence et on pourra venir adresser vos questions aux speakers ici présents que je ne vais pas tarder d'introduire. Donc, comme je l'indiquais, cette conférence se fait dans le cadre du groupe de travail IA et environnement. Le groupe de travail IA et environnement rassemble en fait des participants qui ont pour point commun une sensibilité sur les questions de l'impact environnemental de l'IA. On s'est réunis une fois par mois pour explorer deux éléments. Le premier, c'est l'impact positif de l'IA sur l'environnement à travers la publication de cas d'usage IA et environnement impact positif. Donc ça, forcément, ça va vous parler parce qu'on en parle aujourd'hui dans la conférence qui fait partie du cycle de conférence l'IA au service de l'environnement. On s'attelle également à regarder et à explorer l'impact négatif qu'a l'IA sur l'environnement parce que tout au long de son cycle de vie, un modèle IA génère un impact carbone et donc on mène des travaux sur ce sujet et l'aboutissement de ces travaux sera la sortie, la publication d'un livre blanc du guide pratique pour développer des IA frugales qui devrait sortir aussi prochainement, mais pas tout de suite, le temps qu'on puisse forcément le rédiger. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'accueille ici présents les intervenants. Donc, nous avons Rémi Pertuiseau, qui est président de Mubraline, qui Bonjour. nous fait signe. Bonjour. Nous avons également Guillaume Desvaux, président des iCargo Foundation. Nous avons avec nous également Denis Monteau, président d'Eurodécision. Bonjour. Arnaud Dayet, chef de projet Data Science au sein de Socotec Monitoring. Bonjour à tous. Geoffroy de Monjamon, qui est vice-président développement au sein d'Aleia. Bonjour. Et enfin, Jean-Baptiste Treschler, qui est directeur général délégué de Geoptis. Bonjour à tous. On va pouvoir débuter. L'enregistrement est lancé, donc vous aurez accès, vous participants, au support de présentation ainsi qu'un replay de la conférence. Je vous enverrai un email par la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et sans plus attendre, je donne la main à Rémi, qui va donc présenter le cas d'usage Mindea. Merci Pierre. Ouais, donc, je suis Rémi Pertuiseau, le président de Mubraline. C'est une start-up française qui fait des logiciels pour aider les entreprises à se digitaliser grâce à l'intelligence artificielle. Et donc là, le cas d'usage qu'on présente aujourd'hui, c'est l'optimisation des tournées terrain. Alors Pierre, si tu peux avancer. Donc plus précisément, donc la problématique, c'est comment réduire l'empreinte carbone pour les tournées terrain générées par les techniciens de SFR. Alors, pour décrire le cas d'usage, donc SFR, c'est un opérateur télécom sur le territoire français, avec 8 000 techniciens qui interviennent tous les jours pour plus de 2 millions d'interventions sur une année. Alors, l'objectif, c'est réduire les temps de trajet de ces techniciens entre les interventions de la journée, réduire l'usage de leur véhicule et donc réduire l'empreinte carbone générée par ces tournées. Donc, au-delà de cet objectif environnemental, il y a les objectifs de performance. Donc, tout ça, ça doit se faire en optimisant le nombre et le taux de succès des interventions et en assurant la satisfaction client. Alors maintenant, donc la solution, c'est le logiciel Mindy. Alors de quoi est-il composé? C'est une application web pour les équipes en back-office et une application mobile pour les techniciens qui sont sur le terrain. Donc on va utiliser
à un système intelligent qui va utiliser de l'IA connexionniste, notamment du machine learning, de l'IA symbolique, de la recherche opérationnelle, et tout ça dans un cadre d'IA frugal. Et enfin, il peut y avoir des trackers pour géolocaliser les véhicules. Alors, comment ça fonctionne plus précisément? Donc, on va collecter des données, donc les données sur les clients, donc c'est les demandes d'intervention avec les horaires, la typologie de leur logement, et cetera, le degré d'urgence. Des données sur les techniciens, leurs compétences, leur disponibilité, leur localisation et l'historique de toutes les interventions dans le passé, avec, quel technicien a réalisé quel type d'intervention, avec quelle durée, pour quel résultat. À partir de toutes ces données, donc on va faire un apprentissage, ce qui va nous permettre de prédire les durées d'intervention potentielles pour, chaque technicien, pour chaque intervention, les taux de succès, prévisionnels pour ces interventions. Et avec la recherche opérationnelle, on va pouvoir, au final, optimiser les tournées avec le meilleur taux de succès et en même temps, les trajets les plus courts. Donc un exemple sur la partie droite de l'écran, on voit un petit peu, chaque couleur, ça représente le trajet d'un technicien et chaque point, une intervention. Voilà et donc, heu, au final, le bilan, donc c'est dès qu'on utilise, la solution d'optimisation automatique de planification, on a -25 de kilomètres parcourus et donc -25 de litres de carburant, d'usage des véhicules et donc d'émissions de CO2, donc ce qui fait environ 2000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Voilà pour ce cas d'usage. Merci beaucoup Rémi pour, la présentation et pour le respect du timing. Alors vous l'aurez bien compris, hein, on essaie d'enchaîner sur, des présentations de 5 minutes pour laisser un maximum de temps, à la session de questions-réponses et maintenant nous allons passer à la présentation du prochain cas d'usage qui est donc Guillaume sur, le projet Appel d'air et donc Guillaume, je te laisse rouvrir ta caméra et ton micro. Hop, voilà, il fallait que tu me donnes l'accès, c'est bon. Effectivement. Alors bonjour à tous. Donc iCargo, si tu peux passer, tac, voilà. iCargo est une association loi 1901 qui est issue du groupe de travail transport et logistique du Hub Francia. Donc c'est une association fille du Hub. Dans nos travaux, on a identifié une problématique générale qui étaient les enjeux de transformation structurelle de la filière et en particulier le sujet de l'empreinte énergétique. Tac, alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans iCargo? Donc, on a reçu un financement BPI et au cœur de nos activités, on fait de l'animation collaborative et on développe très concrètement des technologies data IA pour résoudre des cas d'usage. Je vais vous en présenter un aujourd'hui qui est le report modal. Mais déjà, fondamentalement, on a développé une plateforme qui est sur le slide d'après, qui, grosso modo, s'appuie sur une plateforme cloud d'IA souveraine qui a des capacités de collecte pour s'interconnecter avec les systèmes d'information des différentes parties prenantes, notamment les transporteurs, mais aussi qui va collecter des données exogènes comme les plaques minéralogiques ou d'autres choses. Tout ça pour résoudre des cas d'usage. Et sur cette plateforme, on développe par-dessus des applications front à usage métier. Le cas de appel d'air, slide suivant, le cas d'appel d'air est focalisé sur un des trois grands domaines que l'on traite. Donc, trois grands domaines, c'est logistique urbaine, logistique longue distance et gestion des flottes de véhicules. Sur ces trois axes-là, on cherche les leviers de décarbonation. Et sur la longue distance, on a un levier très puissant qu'on appelle le report modal, donc qui est la possibilité de renvoyer des camions sur le train ou sur le fleuve. On a donc lancé un programme qui est financé dans le cadre des C2E, certificats d'économie d'énergie. L'objet de ce programme, c'est d'apporter un outil numérique permettant
l'aide à la décision et puis la prise d'action pour faire du report modal. En France, il faut savoir que 89% du flux logistique passe par la route, 9% par le train et 2% par le fluvial. Or, un train, c'est 45 camions et c'est entre 5 et 14 fois moins carboné en termes de transport qu'un camion. Donc, le potentiel est très intéressant, mais encore faut-il arriver à réconcilier l'offre et la demande. Donc, ce que fait la plateforme, ce qu'on voit là, c'est qu'on va collecter les datas qui caractérisent les flux de transport, point de départ, point d'arrivée, type de marchandises, contraintes de service et autres. Et dans l'outil, on va, première étape déjà, regarder s'il serait éligible à des services existants. Donc, voilà. On va ensuite, donc les services existants, il y a des opérateurs de services. Et ensuite, on va faire ce que montre ce slide-là, c'est-à-dire qu'on va les concaténer en les regroupant par rapport à ce qu'on appelle un isochrone de départ, une zone de ramasse autour d'un point, une zone d'arrivée. Et pour ceux qui seront compatibles, slide suivant, on va calculer, t'es un peu rapide, voilà, on va calculer, donc massifier ces flux par des algorithmes et calculer les vecteurs de transport qui seraient possibles à mettre en œuvre. Donc là, on est plus dans un outil de simulation que dans le remplissage de trains réels, attention. Mais effectivement, cette approche algorithmique permet déjà d'éclairer grandement les professionnels sur le sujet. Aujourd'hui, il y avait pas d'approche un peu consolidée permettant de faire ça. On va terminer rapidement sur les derniers slides. J'ai gardé quelques copies d'écran, voilà. Donc, ce que je vous disais, ça se concrétise un peu comme le voyage SNCF du voyageur, mais pour du colis, c'est-à-dire qu'on définit son point de départ, son point d'arrivée, une zone de ramasse, une typologie de fret, et puis on va avoir en première instance les services existants, et sur le slide d'après, on va générer des services simulés. Donc, soit réels pour ceux qui sont en vert, soit en pointillé, des services qu'on va créer de façon simulée pour ensuite pouvoir entamer un dialogue entre donneurs d'ordre et opérateurs de services pour voir si ces services peuvent être mis opérationnellement en place. Et enfin, ce qu'on est en train de travailler avec le ministère, c'est dans la dernière étape, ce sera de pouvoir faire de l'optimisation sous contrainte pour voir où est-ce qu'il faut faire des investissements en infrastructure, rail, barge ou autre, pour pouvoir augmenter les capacités de report modal, ce qu'on a du mal à savoir faire aujourd'hui. Voilà très brièvement ce programme qui a démarré depuis 1 an et qui dure encore pour 2 ans. Et on a une forte traction du monde du transport pour adhérer à ce programme. Merci Guillaume pour la présentation du cas d'usage appel d'air. Nous allons pouvoir enchaîner avec Denis sur le cas d'usage de gestion automatique de recharge des bus électriques. Et un petit rappel, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, n'ayez pas peur, on pourra les adresser aux différents intervenants en fonction des cas d'usage qui sont couverts par ces questions. Et encore une fois, nous aurons une session de questions-réponses à la suite des présentations, donc n'hésitez pas. Et Denis, je te laisse la main. Bon, voilà, tu peux passer le slide suivant et même le suivant. Donc, bonjour à tous, je vais déjà très rapidement présenter Eurodécision, qui est l'entreprise que je représente ici. Donc, c'est Eurodécision, nous sommes une société de services et d'édition de logiciels spécialisée sur les applications des technologies de recherche opérationnelle et d'IA pour résoudre des problématiques d'aide à la décision. Donc, ça fait plus de 35 ans qu'on fait ça. Et c'est vrai qu'on utilise souvent la métaphore de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de technologies à notre disposition et on se rend compte que les problématiques de la vraie vie ne sont pas des problématiques pures. Donc il faut souvent faire des mélanges pour obtenir les solutions les plus adaptées.
Voilà, donc tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc là, ce dont je me propose de vous parler aujourd'hui, c'est la problématique du rechargement des véhicules électriques pour les transports en commun, sachant que cette problématique, elle se trouve au carrefour de pas mal de problématiques qu'on connaît bien dans le domaine de la production et de la consommation d'énergie électrique. Et toutes ces problématiques, elles ont en commun de s'intéresser à l'équilibrage entre l'offre et la demande, parce que pour ce qui est du marché de l'électricité, il y a quand même une vraie difficulté, c'est que l'électricité, c'est pas stockable, et donc il faut qu'à chaque instant, l'offre, c'est-à-dire la production d'énergie, soit égale à la demande. Si on produit trop d'énergie, ça va conduire soit à du gaspillage, soit à de la revente d'énergie en instantané à d'autres gens, mais en général à des conditions qui ne sont pas très bonnes. Et si on ne produit pas assez d'énergie, ben, on sait bien que ça va conduire à des difficultés pour faire fonctionner tous les équipements des consommateurs, et voire même parfois à des coupures de courant. Euh, donc en fait, c'est équilibrer l'offre et la demande, ça veut dire déjà savoir bien prédire la demande, ce qui n'est pas simple. On a une demande fluctuante. Ça veut dire aussi, comme on a de plus en plus, comme on fait de plus en plus appel aux énergies renouvelables, être capable de bien prédire notre capacité de production en énergie renouvelable, ce qui n'est pas simple non plus. Ça veut dire planifier la production aussi, et puis ça veut dire aussi gérer des offres de flexibilité pour tous les consommateurs d'énergie, à savoir des contrats dans lesquels finalement chaque consommateur va s'engager à avoir un certain type de comportement pour ne pas trop consommer dans des périodes où l'énergie est plus rare, par exemple, et consommer plus lorsque c'est plus simple, c'est-à-dire pendant les heures creuses. Tu peux passer le slide suivant. Donc là, dans le cas présent, on s'intéresse à une société dont le métier, c'est d'offrir des kits complets permettant de recharger des véhicules pour des opérateurs possédant de nombreux véhicules, donc pour les opérateurs de transport en commun. Donc un kit complet, c'est bien sûr les équipements électriques, mais c'est aussi toute la partie intelligente, logicielle, qui permet de gérer ces équipements. Donc qu'est-ce qu'on a fait là-dedans, nous, Eurodécision? Ben, nous, on a développé la partie algorithmique qui permet d'assurer le pilotage optimisé de ces équipements, et en particulier de décider quand il faut recharger, quel véhicule et avec quelle puissance. Hein, parce qu'on on peut mettre plus ou moins de puissance et recharger plus ou moins vite. Sachant que les objectifs, eh bien, c'est en particulier justement de lisser la consommation d'énergie, veiller à ne pas dépasser la puissance souscrite, et puis privilégier les moments où c'est moins cher, mais sachant qu'on privilégie les moments où c'est moins cher, c'est-à-dire les périodes creuses, on va aussi dans le sens du collectif, c'est-à-dire qu'on contribue à ne pas mettre en route derrière des systèmes de production qui sont des systèmes peu vertueux, en particulier des centrales à gaz, par exemple, voire à charbon, ce qui est encore pire. Bien sûr, en contrainte, il faut qu'on arrive à notre objectif, c'est-à-dire que tous les autobus qui arrivent en fin de journée, il faut que le lendemain matin, ils soient prêts à partir, chacun à son tour. Dans les réseaux de bus, la particularité, c'est qu'il n'y a pas deux bus qui partent à la même heure. Donc, en fait, ça peut paraître compliqué, mais ça nous offre aussi une certaine flexibilité pour planifier plus finement la recharge. Voilà, et donc ce système, il est intégré dans un système de gestion de flotte qui est déployé déjà chez plusieurs clients. Voilà, et en fait, ça s'intègre bien dans la gestion au quotidien, dans la gestion opérationnelle de la problématique de la recharge. Voilà. On peut passer au suivant, s'il te plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat tangible? Disons que aujourd'hui, certains d'entre nous disposent déjà d'un véhicule électrique. On sait très bien que quand on a besoin de recharger notre véhicule, il suffit de le brancher, ça se recharge. L'idée, c'est d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire que quand on n'a pas un véhicule, mais qu'on en a 50, on ne va pas faire du plug and charge simple, parce que si on branche tous les véhicules en même temps, on va avoir un appel de puissance qui va être très très important, et on va probablement pas être très performant du tout, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan économique. Donc l'idée, c'est que grâce à un système qui planifie, qui dit finalement, pour chaque véhicule, voilà quand sa charge va commencer, voilà avec quel niveau de puissance, et voilà jusqu'à quand ça va durer. L'idée, c'est qu'on va respecter la puissance souscrite, on ne va pas dépasser ce niveau contractuel. On va anticiper les aléas, c'est-à-dire que s'il y a certains bus qui doivent partir plus tôt que prévu ou qui sont arrivés plus tard que prévu, on peut tout de suite l'intégrer dans l'algorithme de planification.
On a un process de charge donc, qui est plus flexible, plus fiable. Ça réduit les coûts, on a vu comment. Ça contribue à la réduction d'émissions, puisque en jouant le jeu collectif de ne pas tirer de l'énergie lorsque l'énergie est la plus rare, eh bien, on va s'adapter à des modes de génération de l'énergie qui sont plus vertueux. On va minimiser les temps de charge en tenant compte de toutes ces contraintes et on va lisser notre consommation d'énergie. Alors, dès aujourd'hui, alors, il y a des perspectives très intéressantes hein, avec le smart charging. Hein, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, c'est clair que ce type de dispositif peut nous aider à la transition vers la mobilité électrique. Alors, en faisant des études qui nous permettent de mieux dimensionner les flottes, les systèmes de recharge, qui nous permettent de promouvoir une utilisation raisonnée de l'énergie, et puis qui permettent de faire aussi des études d'impact sur le réseau, c'est-à-dire en quoi, en utilisant des outils de smart charging, on peut contribuer justement à cette stratégie collective qui permet de consommer quand c'est possible et voire même de renvoyer de l'énergie dans le réseau grâce au smart grid hein, qui pourront aller chercher dans les batteries des véhicules connectés de l'énergie pour aider le réseau global à mieux passer un pic de consommation. Et demain, eh bien, c'est vrai que ça ouvre tout un tas de voies intéressantes pour mettre en œuvre de la flexibilité, pour participer à la gestion du réseau avec les smart grids que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, pour aider, alors on commence à avoir des systèmes qui permettent aussi d'aider les particuliers, des systèmes basés un peu sur les mêmes principes, qui permettent d'aider les particuliers à gérer mieux leur consommation électrique au niveau du foyer, cette fois-là. Voilà. Je vous remercie. C'est terminé pour moi. Merci, super. Merci beaucoup, Denis, pour la présentation de ce cas d'usage. On va laisser maintenant la place à Arnaud de Socotec Monitoring pour présenter sa partie. Hop. Et Arnaud, je te laisse donc introduire ton cas d'usage. Parfait, merci Pierre. Ouais, je pense que tu peux passer directement du coup à la slide d'après. Et donc, du coup, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le projet Sonologue. Donc Sonologue, qui est en fait un projet de classification automatique de bruit chantier. Donc c'est un projet en fait qui a été réalisé en interne de recherche et développement au sein de l'entreprise du coup Socotec Monitoring France. Et pour votre info, j'ai pas fait de slide particulière sur Socotec Monitoring France, mais Socotec Monitoring France, aujourd'hui, on est une entreprise qui en fait vous accompagne sur tous les besoins de sculptation, de monitoring, d'inspection et de surveillance d'infrastructures dans le but en fait d'assurer la sécurité de ces infrastructures et d'augmenter leur durée de vie. Du coup, donc, le projet Sonologue, donc classification de bruit chantier, il s'inscrit, donc pour remettre dans le contexte, dans le cadre des nuisances sonores. Donc en fait, les nuisances sonores aujourd'hui, elles sont un peu partout, donc elles nous entourent et elles correspondent en fait à une exposition à un son soit très fort, soit très long, à un bruit dérangeant. Et ces bruits, ils peuvent avoir différentes sources. Donc, ils peuvent avoir des sources comme le transport, le voisinage, le loisir et les activités humaines. Donc, à savoir que c'est quelque chose qu'on va vraiment prendre en compte aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, on va très vite parler en fait de pollution carbone. C'est un peu important de parler de pollution sonore parce que donc on voit dans les chiffres aujourd'hui, plus de 7 millions de personnes en France, elles sont soumises du coup à des niveaux indésirables, à des niveaux sonores indésirables. Et en fait, justement, ces niveaux, ils vont pouvoir avoir des impacts sur la santé physique et mentale d'un individu. Donc, à savoir créer de l'hypertension, des troubles du sommeil, et ils peuvent aussi perturber les écosystèmes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un gros impact sur l'environnement. Donc parmi du coup les différentes sources, j'ai cité les activités. Et donc dans ce cas-là, nous on va parler du coup des bruits chantiers. C'est pareil, c'est très important de prendre en compte les bruits chantiers, parce qu'aujourd'hui c'est la principale source de bruit en milieu urbain, avec en fait des sources sonores qui peuvent atteindre des niveaux supérieurs à 110 décibels. Et il faut savoir que du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mesures qui sont mises en place pour réduire les bruits de chantier, mais qu'il y a une réglementation aujourd'hui qui est très indulgente, donc pas en fait de réelle obligation de respecter certains seuils. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, il faut savoir que du coup, le besoin de classification, en fait, justement, de bruit chantier, il est né en fait dans le cadre en fait des chantiers fer, et notamment du coup le chantier du Grand Paris, donc qui est en fait le plus grand chantier d'Europe et un réel chantier vitrine. Et en fait, tous ces chantiers-là, donc qui ont pour but d'être verts, ils vont avoir pour but de montrer qu'ils respectent l'environnement, et donc ils vont mettre en place certaines normes, comme des normes de dépassement sonore. Donc, il faut savoir que notamment la société du Grand Paris Express qui est en charge du projet Grand Paris, demande du coup sur chaque chantier
à ses chefs de chantier d'être capables d'enregistrer ces sources sonores et de les justifier en cas de dépassement. Du coup, Socotec Monitoring France, forcément entreprise très opportuniste, du coup, a mis en place du coup une solution de classification à partir des données des sonomètres installés sur chantier. Et de ça, on avait une classification du coup manuelle qui était faite sur les enregistrements. À partir de là, du coup, le pôle data de Socotec Monitoring France, forcément, il y avait un problème, c'est que la classification manuelle, elle est peu efficace, c'est une tâche très redondante. Et on arrive à des temps très longs pour la génération de rapports et les analyses de ces sons. Donc c'est pour ça que du coup, on s'est penché du coup notamment sur l'IA pour la classification automatique. Donc pourquoi l'IA? Donc parce qu'en fait, l'IA s'est montrée déjà très efficace aujourd'hui dans le domaine de la classification du son. Des applications comme Shazam pour reconnaître des musiques ou Siri vont être capables en fait de converser avec vous. Et également, l'IA nous permettra en fait de traiter forcément de grandes quantités, donc de grandes quantités de son et d'automatiser tout le système d'analyse. Donc, il faut savoir que du coup, pour l'IA, je ne vais pas rentrer en détail dans les modèles, mais c'est assez puissant dans la classification de son parce qu'en fait, on est capable, par différentes extractions des caractéristiques du son, de passer en fait vraiment des caractéristiques spécifiques du son dans le modèle pour classifier le label. Donc en fait, on va pouvoir faire des analyses en fréquence qu'on va donner en entrée de notre réseau pour classifier le label. Je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc du coup, pour ça, donc forcément, donc ce qu'il a fallu, donc c'est un peu dommage, je pense que vous ne voyez pas, mais donc forcément, il a fallu réfléchir à du coup, pour mettre en place la solution, il a fallu réfléchir aux différents labels qu'on pouvait entendre sur chantier. Donc en fait, en chantier et en prise chantier. Donc il faut savoir que de nos sons, on entendra forcément des sons qui sont issus hors en prise chantier. Et donc on a construit ici une hiérarchie de labels, qui en fait qu'on va appeler une taxonomie dans la classification de son, et qui nous permet en fait de dénoter les labels en fonction de certaines propriétés. Donc on voit ici, typiquement, c'est dommage que vous ne voyez pas. Et donc il y a chantier, pas chantier, les deux principaux axes. Et ensuite on dénote jusqu'à arriver du coup sur l'engin à l'origine de la source. Il faut savoir que du coup, donc, pour entraîner nos algos, on a eu besoin de données. Il y a très peu de données disponibles, et notamment sur des bruits chantiers. Donc on a construit au sein de Socotec Monitoring France un dataset chantier qui contient aujourd'hui plus de 6500 événements et donc 25 classes chantier qui nous a permis d'entraîner notre algo. À partir de là, du coup, on a mis en place du coup, tout un modèle de classification et toute une pipeline de classification de bruit chantier, donc qui en fait s'étend donc à gauche du graphique en bas, donc la récupération des enregistrements des sonomètres jusqu'à la classification et l'envoi du SMS et du mail au chef de chantier qui va du coup pouvoir prendre des mesures pour réduire du coup, les nuisances sonores sur chantier. Tu peux passer à la slide d'après. Et donc, du coup, pour conclure donc assez rapidement, au final, ce qu'on a montré, c'est qu'on on a été capable du coup de produire une solution de classification automatique d'audio chantier, donc qui sont à l'origine de sources de nuisances sonores, et que grâce à ça, en fait, ça va pouvoir permettre au chef de chantier donc d'anticiper, de prévoir les plannings afin de réduire un maximum ces nuisances, d'avoir une vue globale aussi des différentes nuisances qu'il a sur son chantier. Et donc, forcément, c'est une solution qui est toujours en cours de développement chez nous. Donc, à savoir qu'on compte bien l'améliorer, soit du coup par la localisation de l'événement sonore, qui pourrait être plus précis du coup forcément pour le chef de chantier, soit faire un lien directement avec les plannings chantier pour pouvoir les optimiser. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup Arnaud pour la présentation de ce cas d'usage. Je vois que Geoffroy vient d'allumer sa caméra, c'est parfait. Et donc, on va passer la main à Geoffroy sur la présentation du cas d'usage Renovate. Et donc, je te laisse la parole. Enfin, je pense que tu peux avancer déjà de 2 slides. Donc, voilà, je représente la société Aléa et je vais vous présenter le projet Renovate. C'est un projet franco-allemand qui est né dans le contexte de pression énergétique, de pression sur la consommation énergétique des bâtiments que l'on connaît, puisque les bâtiments représentent 46% de la consommation énergétique en France. Et qu'au niveau des logements, le coût pour les ménages, c'est environ 75 milliards d'euros par an. Voilà, donc c'est un challenge très important. D'ailleurs, il y a une pression réglementaire qu'on connaît avec l'impossibilité de louer des passoires énergétiques dès cette année, et dès 2028, les DPE F ne seront plus louables. Et sur les bâtiments publics, on a le décret tertiaire que vous connaissez sûrement. Voilà, donc parmi les 3 leviers qui sont actionnables pour faire baisser la consommation énergétique, le projet s'est concentré en particulier sur la rénovation énergétique des logements.
L'objectif, c'est de réduire l'émission de CO2 de 55% sur les bâtiments et la consommation énergétique de 40% d'ici 2030 grâce à des modèles de machine learning. Alors, le problème, c'est qu'un bâtiment, c'est un objet qui est complexe avec beaucoup de paramètres. Vous avez les matériaux, la vétusté, le type d'usage, les modes de chauffage, et j'en passe beaucoup. Et la rénovation, c'est un processus qui implique beaucoup d'intervenants. Donc, le challenge, c'est de faire travailler l'ensemble de ces acteurs qui représentent la chaîne de valeur. Donc, on a formé un consortium sur ce projet avec le premier bailleur social en France qui est Action Logement, 2 divisions du groupe Vinci, en particulier de Vinci Construction, Dofit, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle allemand, et nous, Aleia, qui est la plateforme d'intelligence artificielle qui supporte en fait ce projet d'un point de vue technique. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, la plateforme, cette plateforme d'IA a été particulièrement choisie pour répondre à l'enjeu qui est de partager les données sur les bâtiments en provenance des différents utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, sur le projet d'Action Logement, et également toutes ces données qui sont issues des constructeurs, en l'occurrence les données issues du BIM, et de différentes sources externes. C'est les données de consommation et également, on verra tout à l'heure qu'on s'appuie sur des sources externes comme le CSTB. Et c'est de pouvoir faire développer donc, ces modèles en mode collaboratif avec le laboratoire d'IA Office et avec nos équipes à nous également. Alors, les principaux bénéfices, c'est un environnement de développement qui est disponible assez rapidement, en quelques clics, et c'est ces workspaces qui sont sécurisés et qui permettent donc de collaborer en toute confiance, c'est-à-dire partager la donnée pour construire ces modèles d'intelligence artificielle, ces modèles de machine learning sur plus de données et en sécurisant ces données sans qu'elles soient en fait accessibles par les autres acteurs. Voilà, donc sur le slide suivant, on va rentrer un peu plus dans le projet. Les slides suivants. Donc, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est déjà de cibler les bâtiments prioritaires, les plus mauvais en performance énergétique, et de prendre aussi en considération les coûts des travaux. Et c'est de recommander les travaux les plus impactants sur la consommation. Voilà, c'était l'objectif de la première phase qu'on a réalisée. Et on verra sur la suivante, effectivement, un exemple de données qu'on a utilisées. Donc, il y a des données qui sont issues d'Action Logement, elles ne sont pas toutes remontées encore via les capteurs ou via les consommations. On a fait donc un premier résultat, un premier test en utilisant les données du CSTB, vous voyez, sur les types d'isolation des murs, les types de vitrage, double vitrage, triple vitrage, les matériaux, les tours de fenêtre, matériaux de construction et les types de chauffage. Donc, on voit sur le slide suivant les premiers résultats. Donc, là, on a pris 200 bâtiments et en utilisant le modèle qui a été développé sur notre plateforme, on a une classification, une proposition de plusieurs lots de travaux. Là, je vous ai mis les 3 principaux. Donc, sur un bâtiment donné, par exemple, on arrive à savoir, en créant des jumeaux numériques, que l'isolation par l'extérieur va apporter 25% de réduction de consommation énergétique. Bon, voilà, c'est les prédictions du modèle. 8% grâce au double vitrage et 6% supplémentaires avec un changement de système de chauffage. Donc, sur ce bâtiment, vous voyez, on arrive quasiment aux 40% qu'on s'était fixé comme objectif au début du projet. Et alors, après d'avoir eu effectivement. Non, en fait, il faut que tu reviennes sur la précédente. Je vais expliquer la partie droite. C'est que, donc là, on a présenté par des petits ronds l'ensemble de ces bâtiments qui ont été étudiés. Et on peut donc prioriser les bâtiments en fonction du coût des travaux, parce qu'on rajoute effectivement la dimension coût, et le gain énergétique qui est escompté. Avec la possibilité, donc ça c'est ce qui reste à développer, de l'intégrer dans les systèmes d'information des clients, des différentes sociétés qui interviennent dans cette chaîne de valeur. Et donc sur la slide suivante, voilà. Donc on a effectivement, qu'on vient de voir, recommandation de travaux, ciblage du bâtiment prioritaire,
La prochaine étape, c'est de continuer à faire progresser ce modèle grâce à plus de données. Là, comme je disais tout à l'heure, on intègre les données issues de la consommation qu'on intègre via notre plateforme, donc le flux de données qui vient d'Enedis, de GRDF, de Birds pour l'eau. On rajoute encore des données externes. On a vu le CSTB, on travaille avec Namer également. On rajoute des données climatiques pour faire progresser ces modèles de données enfin ces modèles pardon, de machine learning. Et la prochaine étape, c'est de solliciter des intervenants qualifiés qui vont pouvoir, via la plateforme, faire des propositions de devis pour répondre à des demandes de travaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'ils fassent des devis, donc déjà ça accélère le business de la filière, mais ça permet aussi d'alimenter ces modèles, c'est-à-dire d'avoir des coûts des travaux qui seront de plus en plus précis et surtout qui vont évoluer, puisqu'on voit bien que les coûts de travaux ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc le fait d'intégrer les devis permettent de faire progresser aussi le modèle sur la partie coût. Voilà pour la présentation de ce use case. Merci beaucoup, Geoffroy, pour la présentation du use case Renovate. Nous allons passer à la dernière intervention avec Jean-Baptiste, que j'invite à monter sur scène virtuelle. Et encore une fois, n'hésitez pas, donc dernière intervention avec Jean-Baptiste, on ouvrira la session de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait 2 questions qui ont été répondues en chat, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nouveau à les poser. Nous aurons du temps pour pouvoir les adresser aux différents intervenants. Ça peut être aussi des questions ouvertes collectives qu'on pourra adresser plutôt sous un format table ronde. Et Jean-Baptiste, je vous laisse la main. Merci beaucoup Pierre et bonjour à tous. Merci Pierre pour cette invitation et Francia, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. L'accompagnement des collectivités et des entreprises dans la mise en œuvre de leur grande transition territoriale, environnementale, numérique est au cœur de la stratégie de la Poste Group et de ses filiales dont nous sommes. Le métier de Geoptis, c'est transformer la donnée territoriale en résultat opérationnel. On s'appuie pour ce faire sur une solution de géo-intelligence que nous pouvons alimenter, entre autres, par des données qu'on va collecter au cœur du territoire et qu'on va pouvoir structurer avec de l'intelligence artificielle. Dans les cas d'usage qu'on se propose d'adresser aujourd'hui, axés sur la transition environnementale, on est en capacité de mobiliser différents assets. Si vous pouvez cliquer, ça m'arrangerait. Encore une fois, merci beaucoup. Parmi ces assets, il y a ceux qui nous donnent la capacité de pouvoir collecter de la donnée sur le territoire. On a la chance d'être une filiale du groupe La Poste, de pouvoir s'appuyer sur un maillage territorial fin, dense, sur des flottes de véhicules qui parcourent déjà le territoire 6 jours sur 7. Et on va adjoindre à ces véhicules de La Poste des capteurs qui peuvent être des capteurs visibles, des capteurs d'air, etc. On verra ça un petit peu plus tard, qui vont nous permettre de collecter de la donnée. Mais cette donnée n'est pas forcément directement exploitable, surtout quand on parle de données vidéo. Et pour pouvoir la structurer, identifier des éléments et des objets au travers elle, on va utiliser l'intelligence artificielle et la conjuguer avec le meilleur de l'humain, puisqu'on s'appuie également sur des équipes de vidéocodeurs. L'idée, c'est qu'on a à la fois de la reconnaissance automatique d'objets, mobilier urbain, véhicules, de la prédétection soumise à la validation d'un agent, de la reconnaissance manuelle d'objets atypiques. Pendant les périodes creuses, on en profite pour compléter notre annotation. Et puis, on a aussi des contrôles qualité de ce qui aura pu être opéré par l'IA. Et enfin, pour pouvoir faire parler ces données, on va mobiliser le savoir-faire de data scientists, d'experts sur des verticales métiers qu'on peut être amené à adresser, et puis intégrer des données contextuelles qui vont permettre de mieux comprendre le territoire en donnant d'autres variables sur la manière dont il est constitué et utilisé. Des flux piétons, par exemple, ou l'implantation de bâtiments publics. Alors, 3 cas d'usage qu'on se propose d'évoquer aujourd'hui et sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est des sujets qui sont en cours de développement chez Geoptis. Il s'agit d'éclairer les décisions, de piloter et puis d'accompagner à la communication, puisque un des enjeux, au-delà de traiter les problématiques de fond, c'est aussi de modifier les comportements dès qu'on parle d'environnement, du coup de sensibiliser les citoyens et différents acteurs du territoire. Le premier cas d'usage qu'on se propose d'adresser, c'est celui des mobilités douces. Il y a beaucoup de politiques publiques d'incitation à ces pratiques de mobilité, telles que le vélo. Elles se sont beaucoup accélérées ces dernières années. La loi LOM incite aussi les collectivités à travailler l'aménagement de leur territoire. Mais on se rend compte au final que les questions des modes de déplacement, leur évolution et les enjeux reposent de plus en plus sur des solutions individualisées
Et l'image est simple, c'est qu'on n'arrivera pas à convaincre une personne de prendre son vélo si elle ne dispose pas, au long de ce parcours, de tous les équipements qui vont lui permettre ne serait-ce que de le stationner. Aller du point A au point B, une destination finale ou un lieu d'intermodalité, ça suppose un parcours connu, sécurisé, mais aussi de pouvoir disposer d'une offre de stationnement pour son vélo à chacune des 2 extrémités du parcours. Et c'est à ce moment-là qu'intervient notre solution avec le déploiement de caméras sur des véhicules des facteurs. On va collecter des données, pouvoir géoréférencer des bandes et des pistes cyclables, qualifier leur état, la signalisation, et puis des équipements comme les places de stationnement que j'évoquais en exemple à l'instant, disposer d'arceaux pour vélo. Quand je parle de contextualiser la donnée avec 2 données externes, on peut imaginer aussi que ces données, on les croise avec des données de flux, des déplacements, par exemple, basées sur des données de téléphonie mobile ou à des données d'évolution des bassins de vie, des flux migratoires qui permettent de savoir si un iris est en train de gagner ou de perdre en population. Et puis on peut imaginer aussi, en employant des fonctionnalités déjà existantes dans les plateformes de data visualisation, de pouvoir définir une implantation optimisée des places de stationnement pour vélo. C'est une fonctionnalité qu'on a aujourd'hui développée pour l'implantation d'agences, bancaires, de commerce et qui pourrait parfaitement être employée à ces cas d'usage. Le second cas d'usage sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est optimiser l'efficacité énergétique des réseaux de chaleur. Alors, on l'a vu à l'instant avec, les bâtiments dans la précédente intervention de Geoffroy. Nous, on a pris le parti de s'intéresser aux réseaux enterrés, ceux qui serpentent sous nos pieds ou devrais-je dire sous nos roues. Le principe est simple, c'est qu'en identifiant une perte de chaleur, on révèle une faiblesse ou un dysfonctionnement dans un réseau et donc une perte d'énergie. On reprend toujours l'exemple de cette caméra sur le véhicule de facteur. Ce coup-ci, on va coupler une caméra thermique à une caméra visuelle et à des données contextuelles, je vais y revenir un peu plus tard, pour repérer, excusez-moi, d'éventuelles défaillances sur la chaussée. Quand le véhicule passe, si on voit une tache, un halo rouge sur la route, on peut avoir une suspicion d'une problématique de fuite sur ce réseau. La caméra, est couplée donc avec des données contextuelles. L'IA identifie, les taches rouges si je fais simple, mais on a besoin de contextualiser pour savoir si c'est vraiment, une fuite. On va du coup intégrer des variables, excusez-moi, externes comme la température extérieure, comme, la profondeur d'enfouissement, comme la nature du sol, la nature du revêtement, la température de l'eau quand elle est injectée, et cetera, pour pouvoir établir des indicateurs qui vont permettre de qualifier, les fuites potentielles. En faisant comme cela, en déployant des véhicules qui circulent déjà tous les jours, on passe d'une approche qui, aujourd'hui, nécessite souvent des moyens très lourds à une approche beaucoup plus, agile, beaucoup plus frugale, qui permet d'autoriser des observations plus fréquentes et donc du coup, d'anticiper au maximum les interventions. Et puis un dernier cas d'usage sur lequel je souhaitais, partager avec vous, c'est celui autour de la qualité de l'air. Agir en faveur de la qualité de l'air, il y a les grandes politiques publiques telles qu'elles sont déployées, les zones, à faible émission, les PCAET et cetera. Mais on peut aussi imaginer, avoir des leviers d'action pour gérer la qualité de l'air au quotidien. Et c'est un peu la philosophie de la solution qu'on est en train de développer, en établissant des corrélations entre le trafic routier, les variations de la qualité de l'air, ou plus simplement en identifiant des quick wins, des moyens d'intervention sur le territoire. L'idée est de comprendre des phénomènes hyperlocaux. Alors l'objectif de ce projet est de créer des indicateurs qui permettent de contextualiser les mesures en couplant à des microcapteurs qui vont mesurer les particules fines, des caméras vidéo au nombre de 2, une à l'avant, une à l'arrière du véhicule, qui vont permettre de définir quel est l'environnement dans lequel a été pris la mesure. Combien de véhicules entourent le véhicule qui fait la mesure? Quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont en mouvement? Est-ce qu'ils sont à l'arrêt? Quelle est leur vitesse? Quelle est leur dimension? Quelle est leur typologie? On peut même imaginer, en intégrant la base SIV, arriver à carrément avoir les modèles. Qualifier l'état des feux tricolores pour voir s'ils sont, bien ou mal réglés et arriver à identifier: «Je suis en mouvement ou je suis à l'arrêt. Est-ce qu'il y a un encombrement? Est-ce qu'il y a un obstacle à la circulation? Est-ce qu'il y a un feu de circulation qui est mal réglé?» Pour faire tout ça, on emploie de l'intelligence artificielle à nouveau, pour la détection des véhicules, la détection des feux, le filtrage des trajectoires GPS de l'ego véhicule, le filtrage et le pistage des détections, des autres véhicules et puis la classification de la couleur des feux.
C'est un exemple assez schématique que je reprends assez souvent, mais si tous les mardis matins, vous voyez que devant, le 13 rue des Glycines, vous avez une évolution à la hausse des particules fines dans l'air, la question est de savoir pourquoi. Si grâce à ce dispositif, vous identifiez que, tous les mardis matins, le camion qui distribue le Carrefour City ne s'est pas stationné sur la place qui lui est dédiée, mais, en double file et qu'il génère de l'encombrement, vous donnez à la collectivité un levier d'action pour qu'elle puisse appeler le responsable du magasin et essayer de régler ce problème. C'est très schématique, mais ça permet d'illustrer, le point. Voilà les cas d'usage que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci Jean-Baptiste pour la présentation de ce trio de cas d'usage. On va pouvoir basculer à la session de questions-réponses. Je vais peut-être conclure et j'invite les intervenants à revenir sur la scène virtuelle. Donc, comme on l'a vu, vous avez, grâce à ces cas d'usage, pu illustrer que l'IA pouvait avoir un impact environnemental positif. Donc, on a vu au début, en fait, avec les premiers cas d'usage plutôt sur la mobilité, avec notamment, pour rappel, le cas d'usage de Mindea, qui est l'optimisation des tournées terrain des techniciens. On avait également un appel d'air côté AI Cargo Foundation avec le report des camions vers le ferroviaire et fluvial, et aussi, toujours dans la mobilité, parce que véhicule électrique, le pilotage de smart charging des bus électriques qu'a présenté Denis. On a également vu dans un autre registre la classification des bruits environnementaux autour des chantiers grâce à l'intervention d'Arnaud. Donc là, on rentre plutôt dans la partie pollution sonore. On a également fait un petit détour sur la partie bâtiment et notamment tout ce qui était en lien avec l'efficacité énergétique, notamment avec le projet Renovate présenté par Geoffroy, mais également dans ce que vient de présenter Jean-Baptiste sur le trio de cas d'usage. On peut notamment nommer la partie de fuite de réseau de chaleur enterré, à nouveau la mobilité douce avec notamment la partie vélo, et enfin on parlait également de la contextualisation de la qualité de l'air. Donc c'est aussi un autre registre dans lequel l'IA peut avoir un impact positif sur l'environnement. On n'en a pas parlé ici parce que voilà, on avait 1 heure dans la conférence et puis on se réserve des surprises pour la suite. Mais sachez que dans le premier cycle de publication de cas d'usage qu'on a pu partager l'année dernière et dans le prochain cycle qu'on va être amené à publier chaque semaine, très probablement on va débuter ça avant l'été, on avait d'autres thématiques qui étaient couvertes, notamment on peut citer la prédiction de la production d'énergie renouvelable, la réduction du gaspillage d'énergie. Alors, ça va également avec l'efficacité énergétique, la préservation de la biodiversité. On n'y pense pas souvent, mais aussi il y a des cas d'usage qui ont permis de faire ça. L'anticipation des impacts climatiques. Avec les images satellitaires, on peut anticiper où on va avoir du stress hydrique, des sécheresses et notamment pouvoir optimiser côté agriculture la bonne période pour venir essaimer les semences. Et on peut aussi, avec du computer vision, optimiser le taux de recyclage sur un convoyeur pour détecter que le déchet est bien de type PET et ne doit pas être expulsé. Voilà. C'était quelques thématiques qui viennent illustrer, en plus de ce qui a été présenté, les différents cas d'usage. Je vois qu'il y a eu 2 questions assez tôt dans la conférence, 2 questions qui ont notamment été répondues. En tout cas, je laisse Alexandre Le Seur qui a posé la question: est-ce que Appel d'air a permis de progresser sur la part du ferroviaire/fluvial dans les flux logistiques? Guillaume a apporté une réponse dans le chat. Alexandre, n'hésitez pas à dire si cela répond à votre question. Si vous voulez du bonus, Guillaume est là pour pouvoir y répondre. Et du coup, même aussi, perche, on va dire, tendue vers Claude Lepape Gardeux. Merci pour la question également sur les véhicules électriques. Denis y a répondu, mais si vous souhaitez du bonus ou si Denis a bien répondu à la question, n'hésitez pas à l'indiquer. Et nouvelle question qui vient d'arriver de la part de Rim. Hello Rim, bienvenue à la conférence. Et donc Rim a posé la question: est-ce que le fait que ces cas d'usage soient au service de l'environnement a permis d'obtenir un sponsorship / financement plus important? Alors là, c'est peut-être une question plus généraliste à l'ensemble des speakers, mais Rim, si tu veux préciser aussi ta question, je pense que ça nous permettra de répondre peut-être de manière plus adaptée. Le temps que Rim précise si elle a encore là la question, de manière générale, je pense qu'on peut préciser ça, dans les projets qui ont été déployés, encore une fois, tout ça dépend des critères et dans quel cadre ça peut se faire, si c'est un appel d'offres ou plutôt si c'est un déploiement direct pour un client.
Le critère de l'environnement est de plus en plus prégnant et de plus en plus présent dans les appels d'offres ou en tout cas dans les critères de retenue d'un projet. Et donc, effectivement, déployer un projet et au passage qui permet d'avoir un impact positif sur l'environnement tout en menant à bien les résultats, forcément, c'est un critère qui... Ah oui, je vais te démuter, Rim, bouge pas. Alors, Rim, je t'ai autorisé le micro, tu as juste à démuter de ton côté, tu pourras poser la question à l'oral. Si tu y arrives de ton côté. Pas de souci, on aura tenté. Ouais. Je regarde une dernière fois. Ah! Non, bah, ça n'a pas l'air de marcher, Rim, donc si tu peux le faire par écrit. Désolé pour le petit souci technique. Je laisse également éventuellement les intervenants, vu qu'il n'y a pas de questions additionnelles, peut-être conclure sur leur partie respective ou ouvrir sur une question. N'hésitez pas. Ouais, Rémi. Pour apporter des éléments de réponse à Rim, enfin, Oui. nous, Ouais. dans notre cas, quand même, généralement, c'est un mix entre donc, des sujets écologiques et des sujets de performance générale. Donc le fait qu'il y ait un impact écologique, comme je disais tout à l'heure, ça favorise le projet, mais enfin, dans les cas sur lesquels on a travaillé, c'était pas le sujet initial. C'est devenu un sujet, au fil de l'application, mais on partait donc d'un point de vue sponsorship, il était dans des équipes, qui s'intéressaient plus à la performance qu'au sujet RSE. Merci Rémi pour le complément. Nous avons une question. Ouais, merci Non, pour le complément aussi par écrit, Geoffroy. Ouais, vas-y. ouais, ça a été soutenu effectivement par la BPI, enfin c'est soutenu par la BPI, donc il y a une, voilà, enfin, il y a un soutien financier de la BPI effectivement sur ce programme. Ouais. Et pour appel d'air, en fait, on a deux financements. On a un premier financement BPI dans le cadre du PIA3 qui a permis de bâtir la plateforme. Et pour le programme appel d'air, c'est un programme C2E voilà, qui a permis de faire l'applicatif qui s'appuie sur la plateforme. Juste une petite remarque, ça a été dit notamment par Geoffroy, dans tous ces projets qui intègrent beaucoup de parties prenantes, une des clés du bon fonctionnement, du bon engagement des participants, c'est le fait de garantir un environnement d'échange de données efficace. Donc sécurisé, conforme, souverain, avec la capacité que chacun puisse collaborer tout en restant dans son espace de données privées. Ça, c'est absolument essentiel d'avoir une plateforme qui soit capable de faire ça, voire d'aller jusqu'au federated learning si nécessaire. Merci pour les compléments d'information. Il y a une question également. Ouais, il y a une question également de Marc, donc Marc Léobé, qui est directeur de projet au sein de l'Ecolab. Notamment, l'Ecolab a lancé une première vague d'appels à projets de démonstrateurs dits en territoire pour avoir justement l'impact positif environnemental en territoire et si possible sur des modèles d'IA frugaux. Une deuxième vague va bientôt sortir. Et donc, la question de Marc est, est-ce que globalement, donc là je m'adresse à tous les speakers, est-ce que globalement vous avez des marchés vers les collectivités territoriales ou les établissements publics dans les différents projets que vous portez ou futurs projets que vous seriez amené à porter? Dans les cas d'usage que j'évoquais, par exemple, une des cibles essentielles, ce sont les collectivités territoriales. Si on prend le mobilier urbain destiné à favoriser l'implantation d'équipements pour les vélos, on peut imaginer que des entreprises spécialisées
dont on voit le nom un peu partout, JCD, puisse être intéressé par ces données, mais on peut aussi et surtout imaginer que la collectivité, dans le cadre de son aménagement du territoire et de la promotion des nouvelles mobilités, soit intéressée d'avoir un diagnostic de son territoire pour décider des lieux où implanter ces solutions. Pareil sur la qualité de l'air, on a des clients collectivités aujourd'hui ou sur le dernier cas d'usage que j'évoquais. Et du coup, pour reboucler avec la question précédente, les collectivités peuvent bénéficier de subventions dans le cadre de travaux d'ingénierie territoriale ou d'actions en faveur de l'environnement, que ce soit Petites Villes de demain ou les fonds verts plus récemment. Et donc, du coup, elles peuvent elles aussi mobiliser des fonds qui permettent de financer le déploiement de ce type de solutions sur leur territoire. Merci pour la réponse, Jean-Baptiste. Alors, Il nous reste 3 petites alors, minutes. Donc, Geoffroy, je te laisse ouais. compléter, puis on prendra la dernière question. Oui, effectivement, je voulais compléter. C'est-à-dire que quand on parlait du projet Renovate, là, c'est un projet qui est vraiment sur les logements sociaux, mais les algorithmes et les modèles de machine learning qu'on a développés dans ce cadre-là, aujourd'hui, on les utilise et on propose aux collectivités locales, en l'occurrence à une ville en particulier où on a un appel d'offres en cours, on a des discussions aussi avec la région Île-de-France et avec un territoire, euh, effectivement une chaîne là beaucoup plus complète. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 3 leviers que j'avais présentés au début. Donc c'est vraiment sur le comportement, en fait des prédictions sur le comportement et différents réglages qu'on peut avoir dans les bâtiments, la partie rénovation et même l'accompagnement sur les changements d'usage et changements de comportement. Donc oui, en tout cas, on s'adresse maintenant aux collectivités locales sur ce domaine-là. Et après, je vois une question. Les choix de rénovation. Alors, attends, peut-être, moi, c'est pour compléter sur cette question-là, Oui, en ce qui concerne Muraline. Donc, nous, on a par exemple un marché avec la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, c'est-à-dire de Ville-Trouville. Je te laisse continuer. Effectivement, Geoffroy était en train de relever la dernière question. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste 2 minutes, on n'aura pas le temps d'adresser d'autres questions. De nouveau, une question de Claude. Est-ce que pour les choix de rénovation, on tient compte, ou en tout cas on veut tenir compte dans le futur, des émissions de carbone liées à la fabrication des matériels concernés, avec un exemple que le temps d'amortissement CO2 équivalent d'un triple vitrage est d'environ 15 ans. Ce qui est bien, mais peut-être pas le meilleur. Est-ce que, notamment sur les cas d'usage bâtiment ou ceux qui ont l'habitude avec Renovate, est-ce que vous avez les premiers éléments sur ce sujet? Alors, non, on n'adresse pas encore ce sujet-là. Donc, effectivement, on étudie la composition du bâtiment, etc., mais on n'étudie pas effectivement le bilan carbone des composants. Mais c'est un volet qu'on souhaite développer. Oui. Je ne sais pas si ce sera dans le volet de Renovate, mais on a la possibilité de le faire dans ce programme-là. Mais c'est un sujet auquel on réfléchit, en tout cas chez Aléa, et on a des discussions avec des sociétés immobilières type BNP Real Estate, Bouygues, Vinci Immo, etc. Ce type de société, voilà, on est vraiment au balbutiement de ces discussions, mais il y a effectivement beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Ouais. Puisque les sociétés immobilières ont un bilan carbone à présenter maintenant, avant même de commencer la construction. Voilà, ces personnes-là nous disent, mais aujourd'hui, on est challengé aussi bien sur le bilan financier que le bilan carbone. Ils sont mis au même niveau aujourd'hui, donc très challengé. Donc, c'est effectivement un gros sujet. Et ça complète aussi au passage la réponse à la question de Rim sur la notion d'impact environnemental. Est-ce que c'était pris de plus en plus en compte? Il est 18h. Nous allons pouvoir clôturer la conférence. Encore une fois, un grand merci à l'ensemble des intervenants ici présents pour avoir présenté les différents cas d'usage. Un rappel aux participants, vous aurez donc un email de ma part d'ici la fin de semaine avec d'une part
le support de présentation qu'on a projeté, qui est encore en cours de partage, avec donc l'ensemble des cas d'usage qui ont été présentés. Vous aurez également accès au replay de cette conférence qui sera mis sur YouTube. Donc tout ça, je vais vous le référencer dans l'email. Et si vous souhaitez discuter plus en amont la discussion avec les intervenants, n'hésitez pas à passer par moi. Et certains des intervenants que vous voyez ici présents seront d'ailleurs en copie de l'email que je pourrai vous envoyer. Merci encore aux intervenants pour la présentation. Merci à tout le monde pour votre participation. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et rendez-vous prochaine conférence IA Environnement qui sera à définir. Bonne soirée. Merci tout le Merci. monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.